Bienvenue dans cette capsule portant sur l'équilibrage d'une réaction chimique. Vous verrez que cette capsule se base entièrement sur le principe de conservation de la matière. Équilibrer une équation chimique est souvent une opération qui est problématique pour plusieurs étudiants. Cependant, il faut savoir qu'il s'agit de la première étape dans la résolution d'un problème faisant intervenir une équation chimique telle qu'on le voit à l'écran. Afin de vous expliquer le plus clairement possible, je vais utiliser la même représentation schématique des molécules que dans la capsule précédente, soit le modèle boule et bâton tel qu'on peut le voir à l'écran. Dans cette capsule, nous verrons tout d'abord les réactions de combustion et par la suite, je vous présente deux techniques à utiliser afin d'équilibrer une équation chimique, soit la méthode par tâtonnement et la méthode algébrique que nous verrons dans les prochaines minutes. Commençons par quelques généralités sur l'équilibrage d'une équation chimique. Afin de respecter le principe de conservation de la matière vu lors de la capsule précédente, il est nécessaire que le nombre d'atomes de chaque élément soit égal des deux côtés d'une équation chimique. Par exemple, dans l'équation suivante, vous avez de l'eau qui se décompose en dihydrogène et dioxygène. On peut se poser comme question, y a-t-il conservation de la matière? Au niveau de l'hydrogène, nous avons deux atomes d'hydrogène que l'on retrouve également à droite, donc on peut dire qu'il y a conservation de la matière. Cependant, nous avons un seul atome d'oxygène à gauche et deux atomes d'oxygène à droite. Il n'y a donc pas conservation de la matière. D'ailleurs, c'est aussi représenté avec le modèle Boule-Bâton où on a un seul atome d'oxygène à gauche et deux atomes d'oxygène à droite. Nous apprendrons donc dans cette capsule à équilibrer une équation afin de toujours respecter le principe de conservation de la matière et nous utiliserons alors des coefficients stoichiométriques. Ces coefficients stoichiométriques-là seront notés sous la forme de ABC de façon générique et nous apprendrons à déterminer les valeurs de ces coefficients stoichiométriques. Je vous rappelle que nous ne pouvons pas équilibrer une équation en modifiant les indices, comme le 2 qui est ici ou le 2 qui est là dans les molécules, puisque ça changerait la nature des substances qui sont impliquées dans les réactions chimiques. On peut uniquement modifier les valeurs des coefficients A, B et C. Deux méthodes sont disponibles afin d'équilibrer une équation chimique, soit la méthode par tâtonnement et la méthode algébrique. Il faut savoir que la méthode algébrique fonctionne toujours. Cependant, cette méthode-là demandera un peu plus de pratique, donc elle est un peu plus complexe. D'autre part, la méthode par tâtonnement fonctionnera pour les équations qui sont plus simples. Nous verrons donc dans les prochaines minutes comment utiliser ces deux méthodes. Avant d'aborder ces deux méthodes, il est important d'être en mesure d'écrire les réactions de combustion parce que ces réactions-là sont très courantes, autant à la maison qu'en industrie. Il faut savoir que les réactions de combustion génèrent de l'énergie, énergie qui est utilisée à de multiples fins, par exemple afin de faire cuire les aliments ou chauffer de l'eau. Toute réaction de combustion implique deux réactifs, soit le combustible et le comburant. De plus, afin que la réaction puisse se produire, il est essentiel d'avoir une source de chaleur. On a donc besoin d'avoir les trois éléments pour qu'il y ait une combustion. Les combustibles peuvent être de nature très variée, tels que le charbon, la biomasse, les hydrocarbures, et ces combustibles sont essentiellement formés de carbone et d'hydrogène. Les comburants, pour leur part, sont aussi de multiples natures, mais le plus utilisé est l'oxygène provenant de la combustion de l'air, ce qui crée une réaction d'oxydation du combustible. C'est le comburant qui permet d'entretenir la combustion. Il y a principalement deux types de combustion, soit la combustion complète et la combustion incomplète. Dans la combustion complète, le combustible va réagir avec l'oxygène pour former uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau, donc du CO2 et du H2O. Par exemple, pour la combustion du méthane, l'équation serait CH4 plus mon comburant qui est le O2 donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce type de combustion est souhaitable car les produits formés sont plus stables que dans la combustion incomplète et donc moins dommageables pour l'environnement. C'est donc ce qu'on va favoriser la production de CO2 et d'eau. Dans la combustion incomplète, le combustible réagira avec l'oxygène afin de former du monoxyde de carbone et de l'eau, donc du CO et non du CO2 comme dans la combustion complète. Par exemple,
pour la combustion du méthane, l'équation sera CH4 plus 3 demi-O2 donne du monoxyde de carbone et de l'eau. Il faut savoir que cette réaction-là n'est pas du tout souhaitable et, à moins d'avis contraire, toutes les réactions de combustion abordées dans le cadre du cours seront des combustions de type complète. Le monoxyde de carbone est un gaz à effet de serre très dommageable et donc il faut tout faire, ce qui est en notre possible, afin de favoriser une combustion dite complète. Regardons maintenant les deux méthodes afin d'équilibrer une équation chimique. La première méthode se nomme la méthode par tâtonnement et elle est formée de 3 étapes. Lors de la première étape, il faut équilibrer les éléments, donc dans notre équation chimique, qui apparaissent une seule fois de chaque côté de la flèche et avec le même nombre d'atomes. Une fois que nous aurons équilibré ces éléments, lors de l'étape 2, nous allons équilibrer les éléments qui apparaissent une seule fois de chaque côté, mais avec un nombre différent d'atomes. Et finalement, nous allons équilibrer les éléments qui apparaissent plusieurs fois d'un même côté de la flèche. On va donc appliquer cette procédure-là dans un exemple. Alors, l'exemple que je vous propose, c'est la combustion du propane. Alors, la combustion du propane, quelle est l'équation non équilibrée? Alors, le propane a pour formule moléculaire C3H8. Il réagira avec son comburant, qui est l'oxygène, et on suppose une combustion complète, comme je l'ai mentionné dans le cadre de notre cours. Donc, nous obtiendrons du CO2 et de l'eau. Les phases, tout est à l'état gazeux. Donc, lorsqu'on le sait, c'est important de noter ces phases-là. Maintenant, on va procéder à la méthode par tâtonnement. Je vais inscrire des coefficients stoichiométriques A, B, C et D, et notre objectif sera de trouver la valeur de ces coefficients stoichiométriques. Donc, lors de la première étape, on nous dit d'équilibrer les éléments qui n'apparaissent qu'une fois de chaque côté de la flèche et avec le même nombre d'atomes. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui apparaissent qu'une fois de chaque côté avec le même nombre d'atomes? Non, il n'y en a pas. Parce que le carbone, il apparaît qu'une seule fois, mais il y a 3 atomes de carbone à gauche et 1 à droite. Et l'hydrogène, il y a 8 atomes d'hydrogène à gauche et 2 à droite. Donc, l'étape 1 comme telle n'est pas applicable ici. L'étape 2, équilibrer les éléments qui n'apparaissent qu'une seule fois de chaque côté, mais avec des nombres d'atomes différents. Alors oui, bien sûr, elle s'applique pour le carbone et pour l'hydrogène. Donc, le carbone, à gauche, on a combien d'atomes de carbone? Nous en avons 3. Ça veut donc dire qu'on a besoin de 3 atomes de carbone à droite. Alors, devant le CO2, je vais écrire un 3. Donc, la valeur de C est maintenant connue. C égale 3, ce qui permet de conserver les atomes de carbone. Au niveau de l'hydrogène maintenant, nous avons 8 atomes d'hydrogène à gauche. On a donc besoin de 8 atomes d'hydrogène à droite. Quelle sera la valeur de D dans ce cas-ci? Elle ne sera pas égale à 8. Puisqu'on a H2O, il faut diviser 8 par 2. On obtient donc 4. Alors, la valeur de D vaut maintenant 4. Finalement, il reste un seul atome qu'on n'a pas analysé, c'est l'oxygène, et on se réfère à l'étape 3, équilibrer les éléments qui apparaissent plusieurs fois d'un même côté de la flèche. Donc, l'oxygène, il y en a à une seule place à gauche, mais il y en a pour le CO2 et pour l'eau à droite. Donc, si je fais un bilan au niveau de l'oxygène, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, pour l'oxygène, nous avons au niveau du CO2 3 fois 2, parce qu'il y a un 3 qui a été placé devant le CO2. Et au niveau de l'eau, nous avons 4 fois 1. Donc, si je fais le total de l'oxygène qui se trouve à droite, j'ai 6 plus 4, 10 atomes d'oxygène à droite. Je dois donc retrouver 10 atomes d'oxygène à gauche, ce qui me permettra de trouver la valeur de B. J'ai tout simplement à prendre mon 10 et à le diviser par 2 pour obtenir B égale 5. Voici donc mon équation équilibrée. Je peux l'écrire au propre. C3H8 plus 5O2 donnera 3CO2 plus 4H2O. Le tout à l'état de gaz. Et cette équation est normalement équilibrée. Maintenant, vérifions si le tout fonctionne. On peut encore une fois faire un tableau afin de vérifier s'il y a conservation des atomes. Au niveau des réactifs, j'ai combien d'atomes de carbone? J'en ai 3.
Au niveau des produits, 3 fois 1, 3. Donc, il y a conservation. En termes d'hydrogène, 8 à gauche et à droite, 4 fois 2, 8. Conservation. Et l'oxygène, 5 fois 2, 10. Et à droite, 3 fois 2, 6, plus 4 fois 1, 10. Il y a aussi conservation des atomes. D'ailleurs, afin de vérifier si vous avez bien équilibré votre équation, je suggère de toujours faire un tableau. Ça se fait très rapidement et ça permet de vous assurer qu'il n'y a aucune erreur qui a été commise lors de l'équilibrage d'une équation. On peut représenter cette équation équilibrée à l'aide du modèle des boules et bâtons. Encore une fois, on voit clairement qu'il y a conservation de la matière. Regardez ici, vos 3 atomes de carbone se retrouvent à droite dans les 3 CO2. Et il y en est de même pour l'hydrogène. Donc, on a 8, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes d'hydrogène. On les retrouve dans l'eau. Donc, vous en avez 4 ici et 4 à cet endroit-là. Et pour l'oxygène, c'est la même chose. On peut compter 10 atomes d'oxygène à gauche et à droite, on va en retrouver 6 dans les CO2 et 4 dans l'eau. Donc, c'est une façon visuelle d'illustrer qu'il y a encore une fois conservation de la matière et qu'on a bien équilibré notre équation. Passons maintenant à la méthode algébrique. La seconde méthode fonctionne pour tous les cas et est particulièrement efficace pour les équations chimiques complexes. Cette méthode est formée de 3 grandes étapes. Lors de la première étape, il faut attribuer des coefficients stoichiométriques algébriques, donc A, B, C, D, donc un coefficient à chacun des composés. Deuxième étape, il faut écrire l'équation algébrique représentant la conservation de la matière pour chacun des éléments. Et en 3, résoudre le système d'équations algébriques en posant l'un des coefficients stoichiométriques égal à 1. Donc, cette procédure est relativement simple et nous permet de résoudre des équations chimiques très complexes. Appliquons cette procédure à un exemple. Donc, vous avez à l'écran le PCl5 qui réagit avec l'eau afin de former l'H3PO4 et du HCl. Lors de la première étape, on nous demande d'attribuer un coefficient stoichiométrique à chaque composé. Alors, A, B devant l'eau, C devant le H3PO4 et D devant le HCl. Lors de l'étape 2, on nous demande d'écrire l'équation algébrique qui représente la conservation de la matière. Il faut donc faire un bilan sur chacun des atomes se trouvant dans l'équation chimique. Commençons avec un bilan sur le phosphore. Alors, le phosphore, qu'est-ce qu'on retrouve à gauche comme nombre d'atomes de phosphore? On retrouve A atomes de phosphore. Donc, si plus tard on détermine que A vaut 5, bien, on aurait 5 atomes de phosphore à gauche. Puisque la conservation de la matière, on peut écrire que c'est égal aux atomes de phosphore qu'on retrouvera à droite. Et à droite, les atomes de phosphore, on en retrouve à un seul endroit, qui est dans le H3PO4, donc un seul atome de phosphore, donc c'est égal à C. Donc, A égale C. Pour le chlore, on en retrouve combien à gauche? On en a 5 ici. Donc, 5 fois A. 5A. Et à droite, le chlore, on en retrouve à un seul endroit, dans le HCl, donc égal D. Pour l'hydrogène, à gauche, on en a 2 dans l'eau, alors 2B. Et à droite, on en retrouve dans le H3PO4, 3C, mais on en retrouve aussi dans le HCl, plus D. Et finalement, l'oxygène, on en retrouve B à gauche, égale 4C. On a donc un système de 4 équations. Je vais les numéroter. 1, 2, 3 et 4. Et on en arrive donc à l'étape 3, qui est la dernière étape, qui consiste à résoudre le système d'équations algébriques en posant l'un des coefficients stoichiométriques égal à 1. Posons A égale 1. Vous pourriez choisir n'importe quel coefficient stoichiométrique comme étant égal à 1. De mon côté, j'ai choisi A. Qu'est-ce que ça nous permet d'obtenir? Bien, de l'équation 1, on en tire quoi? Bien, A égale C. Donc, C égale 1. Puisque je connais la valeur de C de l'équation 4, qui nous dit B égale 4C, bien, je trouve la valeur de B qui est égale à 4. Donc là, maintenant, je connais A, B, C.
je peux utiliser l'équation 2, donc de 2, 5A égale D. Alors, D égale 5. En passant, vous pourriez résoudre les équations dans un ordre différent, n'utilisant pas exactement les mêmes 3 équations que moi. Donc, ça n'a pas d'importance, vous arriverez à la même réponse que moi. Alors là, j'ai utilisé les équations 1, 2 et 4 et j'ai trouvé les valeurs de A, B, C, D. À quoi sert l'équation 3 selon vous? Ben oui, cette équation-là sert tout simplement à vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, si je réinjecte les valeurs de B, C et D dans l'équation 3, donc je vais écrire de 3, on va voir si on n'a pas fait d'erreur. Alors, 2B, 2 fois 4, égale à 3C, 3 fois 1, plus D, 5. Alors, 8 égale 8, on n'a pas fait d'erreur, le tout est validé. J'ai donc trouvé les coefficients stoichiométriques A égale 1, B égale 4, C égale 1 et D égale 5. Mon équation est donc équilibrée. Comme à l'habitude, nous pouvons vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur grâce à un tableau de conservation des atomes. Pour le phosphore, nous avons un seul atome dans les réactifs et un seul atome dans les produits. La matière est donc conservée. Pour le chlore, nous avons 5 atomes dans les réactifs et une fois dans l'HCl, mais il y a un coefficient stoichiométrique de 5, donc 5 fois dans les produits. La matière est aussi conservée. Au niveau de l'hydrogène, nous avons 4 fois 2, 8 atomes dans les réactifs et 3 plus 5 fois 1, 8 atomes dans les produits. C'est aussi conservé. Et finalement, l'oxygène, nous en avons 4 fois 1, 4 dans les réactifs et 4 dans les produits. Tout est conservé. On respecte la règle de conservation de la matière. On peut aussi représenter cette équation équilibrée à l'aide du modèle boule et bâton. Encore une fois, on verra clairement qu'il y a conservation de la matière. Vous avez ici vos 5 atomes de chlore. On les retrouve à quel endroit? Complètement à la fin ici, dans le HCl. On peut faire exactement la même chose pour notre atome de phosphore qui se retrouve à droite dans le H3PO4. Au niveau de l'hydrogène, nous avons 8 atomes d'hydrogène que l'on retrouve à droite. Donc, on en retrouve 3 dans le H3PO4 et 5 dans le HCl pour un total de 8. Et finalement, pour l'oxygène, nous en avons 4 à gauche et à droite, nous en avons 4. Donc, il y a conservation de la matière. Au terme de cette capsule, vous êtes maintenant en mesure de développer l'équation chimique d'une réaction de combustion. Mais surtout, vous êtes capable d'équilibrer une équation chimique par 2 méthodes. Et vous verrez qu'il s'agit de la première étape dans tout problème portant sur des calculs complexes reliés aux réactions chimiques. Je vous invite à m'écouter dans une prochaine capsule où je vais résoudre avec vous quelques exemples où j'utiliserai ces 2 méthodes afin d'équilibrer des réactions chimiques.